tous, merci de vous joindre à cette présentation du bilan des assemblées 2020 qu'on présente cette année d'une façon un peu particulière parce que cette année a été particulière et qu'on se focalise plutôt sur les changements qu'on a observés s'opérer à grande vitesse, enclenchés par ces assemblées à huis clos. Et le fait que nous tenions ce bilan beaucoup plus tard que d'habitude, nous sommes le 7 juillet, habituellement, nous vous présentons ce bilan entre le 15 et le 20 juin. On sait tous que les dernières assemblées se sont tenues la semaine dernière pour le CAC 40, qu'il en reste encore beaucoup à tenir pour le SBF 120. On a Alstom cet après-midi, par exemple, et on en a bien d'autres d'ici fin juillet. On a aussi des assemblées en septembre pour des clôtures au 31 décembre 2019. Donc le calendrier des assemblées générales cette année se télescope avec celui des résultats semestriels, puisqu'on a dès la semaine prochaine les premiers résultats du S1 2020 qui vont être publiés, que nous allons suivre bien sûr et en rendre compte. Donc les changements qui se sont opérés dans le dialogue actionnarial du fait des AG à huis clos vont être immédiatement mis en œuvre dans les résultats semestriels dans les semaines immédiatement à venir. Avant de commencer, quelques aspects pratiques. Actuellement, vous êtes environ 70 en ligne déjà, vous êtes près de 200 inscrits, donc certains d'entre vous sont en train d'arriver. Vous êtes, d'un point de vue connexion, vous êtes en mode muet et sans vidéo. Pour poser des questions, ce que je vous encourage à faire au fur et à mesure du déroulement de nos 8 sujets. Utilisez s'il vous plaît la fonction lever la main de Zoom. À ce moment-là, on vous donnera la parole, vous serez en audio, en direct, mais sans vidéo. Votre nom apparaîtra. Ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît de vous présenter et de donner votre fonction dans l'entreprise, vu que nous sommes ce matin de publics très variés. Certains d'entre vous sont en relations investisseurs, directeurs de communication, directeurs juridiques, secrétaires de conseil, quelques journalistes, bien sûr, et quelques investisseurs, des analystes financiers. Donc, c'est intéressant de donner non seulement, s'il vous plaît, le nom de votre entreprise, mais la fonction que vous y exercez. Si d'aventure, on ne voyait pas que vous levez la main, je suis ici avec l'ensemble de l'équipe de l'Hebdo des AG et nous sommes tous à veiller sur vos questions. Mais si d'aventure quelque chose nous échappait, utilisez s'il vous plaît la fonction Q&A. Et si vous avez un problème technique, par exemple, si vous n'entendez pas ou si vous avez un problème technique, utilisez aussi cette fonction Q&A parce que ça ira directement à l'équipe qui est à côté de moi. À présent, on commence. Donc, nous avons suivi depuis le 1er janvier 2020 249 assemblées générales, dont 235 à huis clos. Suivre les assemblées, ça veut dire, pour celles qui étaient en présentiel, c'est-à-dire jusqu'à mi-mars, y assister en personne, comme vous en avez l'habitude. On vous envoie le compte-rendu dans la demi-heure qui suit. Pour celles qui étaient à huis clos, qui retransmettaient leur assemblée, nous les avons suivies en direct. Et pour celles qui étaient à huis clos et qui ne retransmettaient pas leur assemblée, c'est une minorité, nous avons contacté les entreprises qui ont bien voulu, pour la plupart, répondre à nos questions, c'est-à-dire compléter au maximum la grille d'analyse de façon à établir des comparaisons. Vous voyez sur ce premier slide qui représente notre périmètre que les AG à huis clos, ce n'est pas un secret, ont représenté la très grande majorité des assemblées depuis le mois de mars, même celles qui avaient reporté à fin juin dans l'espoir que le déconfinement permette de tenir des assemblées en présentiel, même si les réunions de plus de 1000 personnes sont à présent autorisées.
les AG à huis clos continuent, et pour les assemblées de juillet, à date, on a seulement 2 assemblées en présentiel. Alors ce matin, nous allons parler des changements pérennes que nous avons observés et qui ont été enclenchés par les assemblées de ce printemps. Nous voyons 8 changements principaux: davantage d'interactivité grâce à la technologie, une audience connectée largement supérieure, 4 fois supérieure en moyenne à l'affluence physique, ce qui ouvre un nouveau fonctionnement, de nouveaux horizons. Et par la nature de cette audience qui est beaucoup plus institutionnelle, au sens beaucoup plus investisseurs institutionnels que dans les AG classiques en présentiel, cette audience connectée ouvre également un nouveau champ pour les organisateurs des assemblées générales. On peut s'attendre à ce que le format d'assemblée générale, le contenu des assemblées générales change du fait de l'élargissement et de la nature de cette audience. Une transparence accrue sur les indicateurs financiers. On a préparé des exemples qui nous sont marqués d'indicateurs qu'on ne donnait pas jusqu'à présent. Des attentes équivalentes sur l'extra-financier, et notamment sur la raison d'être. Les salariés au centre du jeu, de plusieurs façons. Les femmes en progression dans les comités exécutifs. Un dialogue actionnarial plus raide, avec davantage de contestations, davantage de rejets de résolution. On présentera également une analyse du vote du flottant. Et ce qu'on observe, c'est que le dialogue actionnarial est plus raide, à la fois plus rapide à se dégrader, mais plus rapide à se restaurer aussi. C'est-à-dire les ups and downs sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus rapides. Ce qui veut dire que les sociétés coûtent, ce ne sont jamais les mêmes, ou presque jamais les mêmes, qui ont des mauvais scores 2 années de suite. Les sociétés prennent en compte le score négatif ou insatisfaisant quand il arrive. Ce n'est plus un tabou et c'est corrigé très très vite. Enfin, dernier point, le droit est en cours d'adaptation. Pour certains aspects, on peut se poser la question si certains aspects du droit sont rendus obsolètes par la digitalisation. Est-ce que les garde-fous juridiques qui existaient jusqu'ici pour les actionnaires et notamment les minoritaires sont encore en place avec ces formats digitaux? Et puis les nouvelles technologies développées ce printemps qui permettent le vote en direct vont bousculer aussi le droit, puisque actuellement on ne peut pas légalement voter en direct aux assemblées. Alors, j'essaie de passer au slide suivant. Excusez-moi. Je n'y arrive pas. Excusez-moi, je n'arrive pas à passer au slide suivant. On va y passer comme ça. Il avait déjà fait ça une fois, je sais pas quoi. Excusez-moi, on va y passer manuellement. On va parler d'abord d'interactivité. Alors, l'interactivité, ça commence par le fait qu'il y ait des investisseurs et des actionnaires individuels connectés et qui votent. On se rend compte que les quorums sont au niveau des quorums de l'année dernière, quelles que soient les tailles d'entreprise. Alors pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de notre terminologie, en jaune, c'est le CAC 40. Le CAC 40 de dernière version, c'est-à-dire dans notre périmètre, nous avons par exemple intégré l'intégration de Téléperformance au CAC 40. Et on compare au CAC 40 dans le même périmètre l'année dernière.
Le Next 80 en violet, c'est la partie du SBF 120 au-delà du CAC 40. Et le Next en vert, c'est la partie du CAC All Tradable, la centaine d'entreprises qui est au-delà du SBF 120. Donc on voit que les quorums sont dans l'ensemble au même niveau que l'année dernière. Et ce qui est un tour de force parce que, rappelez-vous, en début de saison, on craignait que les investisseurs, du fait qu'ils étaient eux-mêmes en télétravail, notamment aux États-Unis, en Angleterre, où beaucoup d'investisseurs institutionnels sont basés, allaient avoir du mal à voter dans les mêmes proportions. Ça n'a pas été le cas, ils se sont organisés. Le webcast est devenu la norme. Vous voyez que dans les modalités des AG à huis clos, on pouvait soit les avoir. Alors, on a fait figurer le présentiel, mais pour le reste qui est à huis clos, on pouvait soit avoir une vidéo en direct avec les questions en amont, c'était le 61% du CAC 40 a fait ce choix. L'audio en direct avec des questions en amont. Les questions en amont, cela signifie, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi chaque assemblée, que les sociétés ont mis en place des systèmes de sites web dédiés où on pouvait poser des questions, en général jusqu'à la veille de l'assemblée. Et ces questions étaient ensuite traitées dans une session de Q&A en direct pendant l'assemblée et également par écrit, sous le même format que les questions écrites légales traditionnelles, et mis en ligne sur le site des sociétés. Et puis, un nombre important de sociétés ont organisé des Q&A en direct. Alors là, vous avez le CAC 40 en termes de proportion. Vous avez la même chose sur le Next 80 dans notre terminologie, avec beaucoup plus de variété sur les formats, parce qu'il y a eu aussi sur le Next 80 des vidéos préenregistrées et mises en ligne le jour de l'Assemblée, des vidéos pas en direct mais en différé, mis en ligne le lendemain de l'Assemblée. Donc des modalités qui n'existaient pas dans le CAC 40, mais toujours l'audio ou la vidéo avec un Q&A en direct pour un certain nombre de sociétés. Et pareil sur les assemblées de sociétés plus petites, audio ou vidéo en direct pour certaines d'entre elles. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y a eu une énorme marche de franchie en termes de rigueur, de transparence, de volonté d'interactivité avec les actionnaires de la part de toutes les sociétés et en particulier de celles au-delà du CAC 40, que ce soit Next 80 ou Next++. Il n'y avait franchement pas beaucoup de différence sur la forme et sur la rigueur de présentation cette année entre les assemblées des sociétés les plus petites et puis la plupart des assemblées du CAC 40 qui se tenaient dans une salle de réunion du siège avec 3 personnes en visuel et en général mentionnant 5 à 6 personnes dans la salle, hors champ, les commissaires aux comptes, un huissier quelquefois, le directeur de la communication par exemple, qui était hors champ, et 3 personnes sous les caméras. Et ça a été le même format, ce qui a permis une grande marge de qualité de franchise de la part de toutes les sociétés aujourd'hui. Les déroulés se sont concentrés sur le présent, ça c'est une grande nouveauté. Comme vous savez, nous suivons les déroulés de toutes les sociétés et le minutage. Donc là, on fait apparaître non pas l'ordre, mais le minutage. Et vous voyez que l'effet marquant et la finance qui représente en général à peu près le tiers de l'Assemblée en termes de temps de déroulé, cette année était réduit à la portion congrue. La plupart des sociétés ont commencé leur assemblée en disant qu'ils passaient rapidement sur les faits marquants parce que 2019 était à présent très loin et ont consacré le cœur de l'Assemblée
l'exposé puis au dialogue sur la situation de crise et ce qu'elle avait enseigné aux sociétés et surtout sur la stratégie 2020 et la stratégie à moyen terme. L'Assemblée a été la tribune du redémarrage après la crise. Donc là, je prends un exemple parce que c'est très emblématique de l'articulation des assemblées de ce printemps. Solvay a fait une première étape d'assemblée. Ilham Kadri a présenté pourquoi Solvay est un service essentiel. Et ça, c'était un leitmotiv de la plupart d'entre vous. Pourquoi vous êtes essentiel? Alors, beaucoup d'entre vous ont parlé de raison d'être, certains ont voté sur la raison d'être, mais le besoin de redonner du sens à l'entreprise et à rappeler quelle est la mission et le cap a été un premier volet omniprésent. Le fait de pouvoir vous appuyer sur votre présence internationale, globale, votre expérience, beaucoup ont parlé de l'atout qu'ils avaient, du fait de leur expérience en Chine et du fait qu'ils avaient vu venir la crise dès le début du mois de janvier, qu'ils avaient pu partager des expériences d'une usine à l'autre, d'une équipe à l'autre, qu'ils avaient pu aussi s'entraider entre sites de production ou sites de service entre ceux qui étaient déjà confinés, ceux pas encore confinés, ceux déjà déconfinés. Ça a été un temps très important de vos exposés. L'agilité a été un terme extrêmement important. L'agilité, la résilience, la solidarité a été un temps d'exposé extrêmement important. Et puis, le passage à ce que Ilham Kadri chez Solvay a appelé New Normal, le passage au déconfinement. Nexans a été la première société à montrer des images de déconfinement et de retour à la normale progressif, de comment va se passer le retour à un rythme de croisière, à quelle vitesse, avec des chiffres de remise en production d'usines, de réouverture de magasins, de réouverture d'hôtels, de retour des équipes depuis le télétravail jusqu'au bureau. Donc toute la thématique du retour à la normale et de l'horizon de ce retour et de ses modalités a été un moment important de ces assemblées, ce qui va évidemment bien vite s'enchaîner sur les résultats semestriels, puisque le retour à la normale pour beaucoup d'entre vous se situe entre fin juillet et fin septembre. Les actionnaires ont posé 3 fois plus de questions, donc c'est un autre volet de l'interactivité, 3 fois plus de questions grâce à la possibilité de questions en amont et par mail. Pardon. 3 fois plus de questions également grâce aux questions en direct. Là, on a pris quelques exemples. Il y avait une trentaine de sociétés qui ont permis à leurs actionnaires de poser des questions pendant toute l'assemblée et en direct. Valorec a été la première le 6 avril. En ouverture de la saison d'assemblée, aussi la première société à permettre ces questions-là. Là, vous avez l'exemple de l'Air Liquide qui, sous l'écran, offrait un champ pour poser une question par chat. L'exemple de Total où c'était à droite de l'écran en face des exposés. Et ici, l'exemple d'EDF où c'était à gauche de l'écran sous la photo de l'orateur en cours. Donc ce mode d'interactivité a permis aux actionnaires de poser énormément de questions. Les sujets de préoccupation ont été
bien entendu centré sur la crise et son impact, avec une tonalité différente suivant la taille des entreprises. Chez les grandes entreprises où probablement les investisseurs et les actionnaires ont pas de crainte de solvabilité, c'était l'impact de la crise sur les engagements climatiques, question omniprésente. Et puis, est-ce que les engagements climatiques vont être tenus dans le calendrier convenu au départ, ou est-ce que ce calendrier va être ralenti du fait de la crise? Et pour les entreprises plus petites, c'est la situation financière, l'impact de la crise sur le cash, l'impact de la crise sur le ralentissement du chiffre d'affaires qui a primé dans les questions des actionnaires. Vous voyez ici en dessous la typologie des questions des actionnaires. Vous voyez que le climat est le sujet de préoccupation plutôt des grandes et la situation financière plutôt des petites. Très peu de questions sur le digital et la cybersécurité qui étaient au premier plan l'année dernière, et très peu de questions également sur la rémunération des dirigeants. L'audience connectée, était en moyenne égale à 4 fois l'affluence physique habituelle. Alors sur ce graphe, vous voyez en gris, c'est l'affluence moyenne de l'année dernière pour chacune des tailles de société. En couleur plein, c'est l'affluence physique cette année. Vous voyez que pour une assemblée du CAC 40, en moyenne cette année, on avait 6 actionnaires présents. Alors, pour mémoire, le CAC 40, c'est la composition actuelle, donc ça n'intègre plus Sodexo, qui était en présentiel en début d'année. Et puis, en couleur, entrée en couleur et intérieur blanc, c'est l'audience connectée. On a en moyenne un peu plus de 3000 personnes pour une société du CAC 40 à huis clos cette année. Et on a la plupart des sociétés du CAC 40 ayant proposé une version anglaise de leur transmission. La grande nouveauté de cette année, c'est qu'on a beaucoup d'anglophones, et les anglophones sont pour la plupart des investisseurs institutionnels. Nous n'avons pas encore la typologie de toute cette audience connectée. On a envoyé ce questionnaire à toutes les sociétés qui est retransmis par webcast. Et on présentera cette typologie à l'automne. Mais d'ores et déjà, beaucoup nous ont dit qu'ils avaient beaucoup d'institutionnels. À titre d'exemple, je crois que l'équipe de Valeo est en ligne. Vous voulez peut-être commenter tout à l'heure, mais à titre d'exemple, Valeo avait une audience connectée d'environ 6000 personnes sur la version française et un peu plus de 1500 personnes sur la version anglaise, ce qui ouvre évidemment de nouveaux horizons, à la fois à l'organisation de l'Assemblée, aux relations investisseurs, parce que ça veut dire que le sujet Assemblée générale intéresse beaucoup plus les investisseurs qu'on aurait cru. Il était fréquent de dire que l'Assemblée générale était réservée aux actionnaires individuels et que les investisseurs, les analystes ne s'intéressaient qu'aux résultats financiers. C'est plus poreux que ça, et ça peut avoir des impacts sur le contenu de l'Assemblée et son organisation l'année prochaine. On peut aller vers un événement hybride avec un événement physique minimal, sans festivité, sans cocktail, sans cadeau, et un événement digital en même temps, avec beaucoup d'investisseurs institutionnels aux côtés des actionnaires individuels, et organiser séparément des événements peut-être plus festifs pour les actionnaires individuels, mais séparés de l'événement assemblée.
est-ce que, avant de passer au sujet de la transparence sur les indicateurs financiers, certains d'entre vous souhaitent prendre la parole, poser des questions? Alors, Jean-Luc Champetier, vous avez une question? Je vais Oui. donner la parole, oui, c'est bon. Bonjour, vous m'entendez, Bénédicte? Bonjour. Oui, alors moi je vous Bonjour. entends, Jean-Luc. Jean-Luc Champetier, Journal Investir. Est-ce que tout le monde entend Jean-Luc? Bon, alors donc, je voulais vous demander, c'est très intéressant de voir que les assemblées passionnent aussi les investisseurs institutionnels, les analystes financiers, et que le public est plus large que simplement les actionnaires individuels. Alors, bon, en ce qui concerne les chiffres, est-ce qu'il n'y a pas quand même un biais parce que vous comparez le physique de l'an dernier à l'audience connectée de cette année, mais l'an dernier, il y avait déjà des retransmissions en ligne qu'il faudrait ajouter aux chiffres de l'an dernier. Oui, tout à fait. Alors, simplement, Donc vous n'avez peut-être pas. Hein. D'une part, on ne les a pas. La plupart des sociétés ne le regardaient pas. Les webcasts de l'année dernière n'étaient pas du tout les retransmissions en ligne de cette année. Les webcasts de l'année dernière, c'était un peu comme être devant une télévision. On n'avait pas la possibilité de poser des questions en direct et on n'avait pas non plus la possibilité de poser des questions jusqu'à la veille de l'Assemblée. Les seules questions qu'on pouvait poser avant l'Assemblée, c'était par le biais des questions écrites juridiques. Et ça, c'était souvent plutôt réservé aux contestataires. C'était pas la même chose que les retransmissions de cette année. Mais je vous entends tout à fait, Jean-Luc. Il y avait une partie des assemblées du CAC 40 essentiellement qui étaient enregistrées en vidéo et qu'on pouvait suivre en direct ou en différé. Voilà, tout ça pour dire que l'événement physique reste quand même important, mais même si on peut imaginer un événement mixte à l'avenir. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a une autre question avant de passer au point suivant? Bon, je passe au point suivant et bien entendu, on reviendra là-dessus si on a... Attends, il y a une autre question. Ah, pardon, je la vois pas. J'ai la fenêtre qui s'est réduite et je ne trouve plus les parties. Ah, voilà. On a même deux autres questions. Ah, deux autres questions. Odile de Brosse, AFEP. Odile, vous avez la parole. Odile? Oui, Odile? Vous m'entendez? Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour Bénédicte. Je voudrais savoir est-ce qu'on a la proportion des entreprises qui ont vérifié la qualité d'actionnaire des personnes à qui avaient la possibilité de poser des questions aux différents intervenants. Donc, je ne parle pas des questions écrites, je parle du débat Oui. avec les intervenants. Alors, c'est une question que nous avons posée aux entreprises et je vais vous répondre ce que nous avons. Les sociétés qui demandaient aux personnes de s'enregistrer pour accéder au webcast, mais sur lesquels les webcasts étaient ouverts à tous, et donc la qualité d'actionnaire était sur base déclarative. On a seulement 3 sociétés sur les 235, je crois, que nous avons suivies à huis clos, seulement 3 qui ont restreint la possibilité de poser des questions aux actionnaires, et la façon dont elles ont procédé, c'est il fallait demander une carte d'admission comme si
on allait assister à l'assemblée. En échange de cette carte d'admission, on recevait un code pour entrer dans un webinar restreint aux actionnaires. Donc, il s'agit de sociétés plus petites, il ne s'agit pas de sociétés du CAC 40, mais ce dispositif a été utilisé surtout au tout début de la saison, c'est-à-dire pendant la première quinzaine d'avril. Et puis après, ça s'est beaucoup élargi. Merci Bénédicte. Une autre question. Encore deux questions. Ah, Oui. deux questions. Je suis désolée, mais moi, comme je vois pas, je vois Oui. pas je vois pas les personnes qui veulent poser des questions, donc je suis peut-être un peu. Ah non, 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 on n'en a qu'une. Donc, Alors, une question de Hervé, chef de ville. c'est ça. Voilà. Hervé, on vous écoute. Hervé? Vous m'entendez? C'est bon. Voilà. Ah, il y en a encore une après. Voilà. Moi, je trouve ce que vous mettez en avant, je suis un peu réservé parce que vous laissez entendre que les représentations de cette année vidéo étaient un peu mieux que l'année précédente. Il y a certaines assemblées générales où l'entreprise qui l'année dernière retransmettait en vidéo en direct n'a proposé cette année que de l'audio, c'est-à-dire qu'il y avait uniquement du son, ce qui est quand même nettement dégradé par rapport à avant. Donc moi, je suis un peu réservé sur ce que vous laissez entendre de retransmission vidéo meilleure que les années précédentes. Voilà. Là, vous parlez de... Alors, si j'arrive à revenir en arrière, non, je n'arrive pas à revenir en arrière. Si j'arrive à... Vous parlez de EDF, je pense. Moi, je n'ai pas de défi particulier, mais il y a eu des AG, effectivement. Moi, j'ai voilà. trouvé, alors c'est un avis personnel, j'ai trouvé que l'assemblée d'EDF, alors attendez, je voudrais juste reprendre ce slide. Donc là, vous voyez qu'effectivement, il y a une grande variété de formats sur le Next 80. Moi, j'ai trouvé personnellement que le fait d'être en audio ne réduisait en rien la transparence et le niveau d'information et l'interactivité. Mais c'est purement une question de forme et on peut prendre aussi l'exemple de Kering. Dans le CAC 40, Kering a fait une assemblée retransmise en audio cette année, mais extrêmement soignée, avec un grand niveau d'information. Personnellement, je n'ai pas trouvé que ni sur la forme, la qualité de la forme et la granularité de l'information, le passage du vidéo à l'audio et changer la donne. Mais je vous entends et c'est intéressant d'avoir votre ressenti là-dessus. Je pense que pour les entreprises, c'est important d'avoir ce feedback. On avait une autre question, mais la personne a baissé la main. Je ne sais plus qui c'était. On va peut-être... Je vais passer au point sur la transparence d'information. Alors, je reviens là où j'en étais sur la transparence d'information financière. Alors, on pensait qu'on avait atteint le maximum de transparence avec toutes les différentes nouvelles normes que nous avons appliquées au cours des dernières années. Donc là, il ne s'agit pas d'informations obligatoires, il s'agit d'informations proactivement données par les entreprises, mais comme vous le savez, chaque fois qu'une entreprise donne une information à ses actionnaires, les actionnaires prennent l'habitude et demandent cette information à l'échéance suivante. Là, il s'agit de la location du cash futur. Alors, on a pris l'exemple d'Arkema parce que j'ai trouvé que personnellement, ce graphe était extrêmement éloquent. La location du cash futur,
pour donner des perspectives aux actionnaires dans le cadre de plans pluriannuels a été quelque chose de très souvent donné et qu'il était rare, dont il était rare de disposer. C'est plutôt un indicateur budgétaire qui était en interne des entreprises, c'était très rarement donné aux actionnaires avec autant de détails et aussi fréquemment. Donc on peut s'attendre à ce que fin juillet, on reparle d'allocation de cash futur et que lors des prochaines assemblées, ce soit une figure désormais imposée. Un autre exemple, on parlait de Kering tout à l'heure, voyez comment l'assemblée de Kering se présentait c'était une assemblée retransmise en audio avec l'orateur sur la gauche, avec de très beaux visuels en noir et blanc, et puis les slides sur la droite. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une assemblée avec un bon niveau, un grand niveau de transparence. Et vous voyez que la notion de retour aux actionnaires, qui était un sujet important cette année avec l'ensemble des réductions de dividendes ou suppressions de dividendes qui étaient à l'ordre du jour, une présentation globale du retour à l'actionnaire sous ses différentes formes est quelque chose qui a été donné, qui n'était pas donné de façon aussi claire et aussi quantifiée lors des années précédentes. Là aussi, on peut s'attendre à ce que cette vision globale du retour à l'actionnaire devienne un exercice imposé et une best practice qu'il faudra respecter lors des prochaines échéances. Est-ce que sur ces questions d'indicateurs financiers, vous avez des questions? Non? On passe à l'extra-financier. Alors cette année, l'extra-financier était aussi important dans les exposés que le financier. Et on va voir que c'est devenu un exercice normé. Vous vous rappelez que la DPEF, c'était la première année l'année dernière, donc un exercice où il y avait des pratiques encore assez hétérogènes. Cette année, c'est beaucoup plus cadré et beaucoup plus normé, ce qui veut dire que la barre des meilleures pratiques a encore remonté. L'extra-financier, ça commence par la raison d'être. Vous vous rappelez que l'année dernière, Atos et Carrefour avaient intégré la raison d'être à leur statut. Cette année, nous avons 10 sociétés qui ont intégré la raison d'être à leur statut et fait voter leurs actionnaires. Un cas particulier qui est Danone, qui est allé plus loin avec l'entreprise à mission. Le concept d'entreprise à mission inclut le vote, l'intégration de la raison d'être dans les statuts, et le vote sur le statut d'entreprise à mission inclut cette modification statutaire. Et on en a 9 autres. Et vous voyez que ce sont des sociétés de taille variée, de secteurs variés. Il n'y a pas ni de tendance de taille, ni de tendance de secteur. C'est vraiment un choix de l'entreprise d'intégrer cette raison d'être. À chaque fois, les actionnaires ont voté à plus de 99% favorablement. La RSE a pris une part croissante dans les déroulés d'assemblée. L'année dernière, la RSE, vous voyez, était quasiment toujours abordée, mais dans des exposés séparés et faisait l'objet de très peu de questions d'actionnaires. C'était un sujet à part. Cette année, d'une part, il y a toujours un exposé RSE, il est un peu plus long, et puis elle est très abordée dans les exposés de restitution sur la gestion de la crise Covid, et elle est également très présente cette année dans les questions d'actionnaires. Donc,
en tout, si on met bout à bout tous les moments des assemblées où on a parlé de RSE, on arrive à 12 à 20 minutes sur des assemblées qui durent entre 50 minutes pour l'X++ et 1h20 en moyenne pour le CAC 40. Donc, c'est vraiment un sujet de dialogue très important entre actionnaires et sociétés cette année. Le reporting extra-financier, c'est normé. Alors là, on a pris l'exemple de Soprasteria parce que c'est très emblématique de la façon dont les sociétés ont présenté leur performance extra-financière cette année. Alors, je crois que Lima El Delaoui est en ligne. Alors Lima, si vous voulez le commenter, vos propres slides, vous êtes bienvenue. Soprasteria a présenté un dashboard de la performance financière et immédiatement après un dashboard de la performance extra-financière, et vous voyez avec la même forme, la même rigueur et des indicateurs évidemment qui varient de la même façon que les indicateurs clés de la finance peuvent varier en tout cas d'une entreprise à l'autre, même si il y a moins de marge de manœuvre que sur l'extra-financier. Cette façon de présenter, c'est aujourd'hui la plus fréquente et désormais la norme. Et ça, c'est une grande différence avec l'année dernière où il y avait beaucoup plus de variété. La notion de partie prenante est incontournable. Le terme partie prenante, qui était réservé aux spécialistes de la RSE, est aujourd'hui sur toutes les lèvres et à tous les moments de la présentation d'assemblée. Là, on a pris l'exemple d'un slide d'Atos, qui montrait le cercle des parties prenantes autour de l'entreprise et de tous ceux qui ont fait des efforts pour atténuer l'impact de la crise, qui avec les réductions de frais généraux, qui avec les aides publiques, les clients qui ont continué à soutenir l'entreprise, les fournisseurs à qui l'entreprise envers qui l'entreprise a fait des efforts en termes de réduction des délais de paiement, les équipes dirigeantes qui ont fait des réductions de rémunération, les actionnaires qui ont renoncé à leurs dividendes ou réduit leurs dividendes, les salariés qui, pour certains, ont accepté d'être en chômage partiel. Donc, la notion de partie prenante et de vision de l'entreprise comme un élément au sein de la société, cette vision sociétale est désormais totalement rentrée dans les mœurs et commune à toutes les assemblées. Alors, pendant la crise, beaucoup de sociétés ont pris des engagements sociétaux. On a pris des exemples ici de dons de masques, de dons en numéraire, dont numéraire à des associations comme l'Institut Pasteur, l'Association des hôpitaux de Paris, les soutiens d'action solidaire des salariés quand des salariés ont désiré s'engager dans des actions bénévoles, les entreprises ont continué à leur verser leur salaire pendant la crise Covid, la révision des objectifs de variables qui n'a pas toujours été bien accueillie par les investisseurs, l'abaissement en général des objectifs de variables, ou alors la suspension considérée comme année blanche l'année 2020, la réduction des rémunérations, la réduction des dividendes, tous ces engagements sociétaux qui ont été pris dans l'urgence et approuvés par les actionnaires. Les réductions de dividendes, par exemple, ont été votées quasiment à 100%. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ces engagements sociétaux vont durer? Est-ce que si les entreprises
ralentissent le rythme. Alors j'espère qu'on n'aura plus besoin bientôt de respirateurs, ni de masques, ni de gel hydroalcoolique, mais les actions solidaires, les soutiens aux maillons les plus faibles, combien de temps les entreprises vont-elles tenir ces engagements-là, à quel moment et comment va se passer le ralentissement. Là, on présente le même diagramme pour le Next 80. Vous voyez que sur le Next 80, il y a eu moins de soutien d'actions solidaires, ou en tout cas, elles en ont moins parlé. Ça, on ne sait pas dans quelle mesure c'est une question de discrétion et dans quelle mesure c'est une question de réalité plus faible. Elles ont été également moins nombreuses à réviser les objectifs de variables de leurs dirigeants. Ça c'est une information obligatoire, donc on le mesure ici. Sur les sociétés encore plus petites, on voit que leur engagement sociétal est passé davantage par des dons à l'Institut Pasteur, à la Fondation de France, aux hôpitaux de Paris, comme on disait tout à l'heure, ou la réduction des rémunérations de leurs dirigeants et la suppression de leurs dividendes, sachant que bien souvent, les dirigeants sont également les actionnaires de référence. On voit que les objectifs de variables n'ont pas été révisés, ils ont plutôt été supprimés, donc via la réduction des rémunérations. Et puis, elle parle très peu d'actions solidaires des salariés ou de soutien d'action des salariés. Là encore, on ne sait pas si c'est parce que elle n'en parle pas ou si c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas entré dans les mœurs pour elle. Également, elle parle très peu de dons, de masques ou de respirateurs ou de gel. C'est plutôt réservé aux grandes entreprises qui ont converti des lignes de production pour faire cela. C'est moins le cas pour les entreprises les plus petites. Sur la pérennité de leurs engagements sociétaux, un exemple, Accor a présenté le contexte difficile, la décision du Conseil en termes de dividendes, de réduction du dividende et de dons de cette somme en numéraire à un fonds d'assistance. Et puis, la réserve de 70 millions destinée à aider les salariés du groupe, les partenaires et les professionnels en première ligne. Ce type de dispositif, c'est évidemment un engagement sociétal très fort et que beaucoup d'entreprises ont pris de façon similaire. Ça va être intéressant de voir comment c'est la vie dans la durée. On a pris un autre exemple qui est Solvay, c'est-à-dire que Solvay a non seulement présenté ses engagements sociétaux et de générosité pendant cette crise, mais aussi insisté sur le fait que ça crée du lien. Et c'est probablement ce qu'on retiendra aussi au-delà de l'aspect de la générosité financière, de l'aide financière apportée par les entreprises. Tous ces engagements ont aussi créé du lien. Et ce sont ces liens qu'il va falloir faire vivre dans la durée. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Des questions ? Pas de questions ? On passe à notre point suivant, les salariés. Les salariés, excusez-moi, il y a une petite E qui a sauté. Les salariés ont été les héros. Alors là, c'est un exemple de CNP. CNP, le message du directeur général de CNP pour remercier ses salariés a été le message de tous les dirigeants de cette saison d'assemblée, remercier les salariés pendant la crise parce qu'ils ont assuré la continuité d'exploitation, parce qu'ils ont accepté
de prendre le risque pour certains, parce que quelquefois c'était effectivement, même avec la meilleure des protections de l'entreprise, un risque de sortir de chez soi alors que les mesures gouvernementales incitaient au confinement, et sauf en cas de nécessité. Et quelquefois, il y a effectivement eu des métiers où il était absolument nécessaire de sortir, de travailler. Et les directeurs généraux les ont remerciés. Ils ont également remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour être en télétravail le plus vite possible, avec la même efficacité qu'au bureau. Et ça a été un challenge relevé par les entreprises, et les salariés ont été les premiers remerciés. Les salariés ont aussi été remerciés parce que les sociétés ont présenté leur performance sociale, figure imposée de ces assemblées. Alors, la performance sociale, c'est un chapitre des rapports intégrés pour les sociétés qui font des rapports intégrés. C'est un élément important de la RSE, mais c'est la première année qu'on le présente de façon aussi détaillée en assemblée générale. Donc là, on a l'exemple de Vinci avec les engagements citoyens, la sécurité, l'absence d'accident du travail, l'égalité des chances, la diversité, la formation, l'actionnariat salarié. Donc la notion de performance sociale est désormais très, très documentée. On a relevé aussi, dans la façon de rendre compte de l'action de l'entreprise pendant la crise, la mise en avant des administrateurs salariés. Pour ceux qui ont regardé la retransmission de l'Assemblée de Valeo, Éric Chauviré, administrateur salarié de Valeo, a pris la parole pour expliquer comment le Conseil avait pris des décisions pendant la crise sanitaire et qualifié de Valeo a fait le job. Ça a été le terme qu'il a employé après avoir décrit la façon dont le Conseil avait travaillé sur cette crise. Cette mise en avant des administrateurs salariés, c'est la première fois cette année qu'on les fait intervenir en Assemblée générale de cette façon-là. Mais pour la première fois aussi, on a eu des candidats dissidents pour le poste d'administrateur salarié. Alors ça veut dire que c'est un poste convoité, ça veut dire que c'est un poste réel, donc ça c'est une bonne nouvelle. Candidat dissident pour ce poste d'administrateur, ça veut dire candidat non agréé par le Conseil et soumis à la décision de l'Assemblée générale. Alors, comme vous le savez, les administrateurs salariés peuvent être nommés de plusieurs façons. Soit l'Assemblée générale vote sur un choix de nomination par exemple le CE, et ensuite le CE choisit, soit l'Assemblée générale élit directement un administrateur salarié. Il peut y avoir un seul candidat dans ce cas-là, ou alors il peut y avoir plusieurs candidats, ils sont tous agréés par le Conseil et c'est celui ou celle qui a le meilleur score qui devient administrateur à la fin. Ça c'était les façons de décider des années précédentes. Et cette année, on a vu dans 3 entreprises, et non des moindres, AXA, Capgemini et Safran, des administrateurs salariés, plusieurs candidats administrateurs salariés dans les ordres du jour, avec un seul ou une seule agréée par le Conseil et les autres en résolution non agréée par le Conseil. On n'a pas eu beaucoup d'explications sur le pourquoi de ces candidatures qui n'avaient pas réussi à être tranchées avant l'Assemblée. Les candidats dissidents ont tous été rejetés avec des scores relativement faibles. Mais ça interpelle de voir que désormais, pour le poste d'administrateur salarié, on peut être amené à aller jusqu'en Assemblée générale pour avoir une décision. Une révolution aussi cette année, je qualifie ça de révolution parce que
ça va changer notre façon d'analyser les scores d'Assemblée générale. D'habitude, quand on regardait les rejets de résolution, on excluait les rejets d'autorisation de capital réservés aux salariés parce que, en général, quand elles étaient rejetées, c'est parce qu'elles étaient non agréées par le Conseil, qualifiées de résolution technique, puisqu'on a, par la loi, on doit les présenter tous les 3 ans au moins. Et les conseils d'administration qui n'envisageaient pas de plan d'actionnariat salarié, en général, expliquaient que comme ils n'envisageaient pas de plan d'action salarié à court terme, ils recommandaient de rejeter cette résolution et qu'ils la mettraient à l'ordre du jour quand ils feraient un plan d'actionnariat salarié. Cette année, ça a été différent. Donc là, vous voyez qu'on n'a aucun rejet de résolution dans le CAC 40 sur les autorisations réservées aux actionnaires salariés. Il n'y en avait déjà pas l'année dernière. On en a une seule dans le Next 80, comme l'année dernière, et on en a seulement 13 dans le Next++, c'est-à-dire les plus petites entreprises. On en avait 31 l'année dernière, à date. Donc ça c'est un grand changement. La façon dont on l'interprète, c'est qu'on on se prépare à une série de plans d'actionnariat salarié cet automne, ce qui serait un signe de encore plus grande intégration des salariés. Et puis, dernier sujet sur les salariés, le ratio d'équité. Vous vous souvenez que pendant plusieurs des années écoulées, cela a été réclamé à grands cris, que ça a finalement été voté. Ça a été dans la campagne présidentielle du candidat Emmanuel Macron. C'était dans la loi, dans les lois qui ont suivi. Le mode de calcul du ratio d'équité a fait l'objet d'un guide très approfondi de l'AFEP publié le 29 janvier. On s'attendait à ce que ce soit un des sujets majeurs de ces assemblées. On n'en a pas du tout parlé. Là, on prend l'exemple de Bouygues, qui avait fait un travail de détail, de présentation extrêmement transparente, mais qui est équivalent à la plupart des sociétés. On n'en a pas du tout parlé. J'y vois 2 explications. La première, c'est parce qu'on avait bien d'autres sujets sur les rémunérations cette année, et notamment les baisses de rémunération de nombreux dirigeants. Donc le ratio d'équité qui était calculé sur les rémunérations initiales n'avait plus grand sens. Deuxième explication possible, c'est qu'il y a eu beaucoup de variétés de modes de calcul de ce ratio d'équité, notamment sur l'assiette. Le code AFEP-MEDEF recommandait de le calculer sur 80% de la masse salariale globale. Mais comme c'était le 29 janvier, beaucoup de sociétés avaient déjà mis sous presse leur document d'enregistrement universel ou en tout cas l'avaient fait valider par leur conseil d'administration et ne pouvaient plus revenir en arrière. Donc, pour beaucoup de sociétés, avaient fait des choix différents. Donc, les ratios, finalement, sont assez hétérogènes et peu comparables d'une société à l'autre. C'est peut-être l'explication pour laquelle on en a si peu parlé. On peut s'attendre à ce que l'année prochaine, on en parle davantage. Est-ce que sur l'ensemble de ces sujets concernant les salariés, vous avez des questions ? Pas de questions. Alors, on va parler des femmes. La féminisation du COMEX était l'autre sujet phare du code AFEP-MEDEF cette année, et avec la recommandation d'avoir des objectifs de féminisation en 2021 avec un plan d'action du Conseil pour suivre la progression de cet objectif de féminisation au cours du calendrier défini par la société. Alors, ce qu'on observe, c'est que le point de départ, alors, on a choisi comme point de comparaison les COMEX, les comités exécutifs.
Dans le code AFEP-MEDEF stricto sensu, comme vous savez, ce n'est pas le COMEX, c'est instance dirigeante, ce qui laisse un peu plus de marge de manœuvre aux sociétés, mais comme pour faire des benchmarks, il faut choisir des périmètres comparables. On a choisi le comité exécutif. On voit, alors, attendez, là, il y a une typo, c'est pas 85% des comités exécutifs du Next 80 qui ont une femme dans leur COMEX, c'est 27% du CAC 40, 25% du Next 80 et 12% du Next++. Ça serait spectaculaire si c'était 85%. Mais on voit que les comités exécutifs sont déjà 2 fois plus féminisés que les conseils d'administration d'avant la loi Copé-Zimmermann. Vous vous rappelez, la loi Copé-Zimmermann, c'est la loi qui a fait passer les conseils d'administration à la proportion de 40% de femmes au moins. Elle partait de 10%. Donc là, on est en moyenne de l'ordre de 20%. Et la plupart des sociétés ont fixé des objectifs. Pour celles qui ont fixé des objectifs, déjà la moitié du CAC 40 est en avance et dès cette année a fixé des objectifs. 17 entreprises du CAC 40, par exemple, les objectifs sont de 30 à 35% en général, quelquefois 25%, de femmes à horizon en général 2024. Donc les objectifs, l'objectif étant de passer de à peu près 20%, suivant les entreprises, légèrement plus que 20%, à 30 à 35% en 4 ans. Est-ce que sur ce sujet des femmes, vous avez des questions ? Non, alors on continue. La raideur du dialogue actionnaire. Alors, ce qui nous a frappé, c'est que on a d'une part des scores moyens très élevés, comme en 2019, c'est-à-dire les scores moyens ne posent pas problème. On a l'exemple du CNP, on a l'exemple des renouvellements d'administrateurs, mais on a beaucoup plus de rejets, sauf pour ceux qui concernent les augmentations de capital réservées aux salariés, dont on a parlé tout à l'heure. Ici, on a isolé les rejets. Si on prend par exemple le Next 80, on a eu 15 résolutions rejetées cette année par rapport à 4 l'année dernière, et seulement une qui concerne les administrateurs, les augmentations de capital réservées aux actionnaires salariés. Je ne compte pas dans les rejets les résolutions dissidentes non plus. Ce sont les résolutions recommandées par le Conseil. Donc ça veut dire quoi par rapport à ce qu'on vient de voir sur les pages précédentes? Ça veut dire que les scores se sont radicalisés, c'est-à-dire que ce sont soit des plébiscites, c'est pas rare du tout de voir des résolutions votées à plus de 90%, 95% d'approbation, y compris sur des sociétés à très grand flottant. Simultanément, c'est de moins en moins rare de voir des résolutions rejetées ou votées à de faibles majorités. Vous voyez, le nombre de résolutions votées à de faibles majorités est beaucoup plus important que l'année dernière. On a également beaucoup plus de résolutions dissidentes. Alors, résolutions dissidentes, c'est les résolutions non approuvées par le Conseil. Elles sont extrêmement nombreuses. Alors pour le Next 80, Lagardère fait monter le compteur, puisque chez Lagardère, il y avait une quinzaine de résolutions non approuvées par le Conseil, mais pour le CAC 40, pour le Next++, il y en a aussi beaucoup plus. En tout, on a cette année 10 sociétés qui font face à des résolutions que le Conseil n'a pas approuvées et qui doivent être soumises à l'Assemblée. On s'était concentré sur 4 sociétés l'année dernière. Donc on voit aussi que ce mode de contestation
est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus fragmenté en un plus grand nombre de sociétés, également en un plus grand nombre de sujets. Il s'agit de gouvernance, il s'agit de dividendes, il s'agit de modifications statutaires, il s'agit de plein de sujets que les actionnaires n'arrivent pas à trancher en dialogue direct avec le Conseil avant l'Assemblée, où bien sûr, parmi les sujets, j'oublie le climat. Dans le nombre de résolutions dissidents du CAC 40, il y a une résolution climat chez Total. On n'a pas compté les 2 résolutions TCI, puisqu'elles n'ont pas été soumises au vote. Ça ferait 17 si on comptait TCI chez Vinci, qui étaient aussi des résolutions concernant le climat. On se rend compte que ce mode de contestation se développe. Elles ont toutes, pour l'instant, été rejetées par les actionnaires. On a aussi, comme les années précédentes, isolé le vote du flottant. Alors là, on a un point méthodologique. Il s'agit à la fois de définir qu'est-ce qu'on appelle flottant et comment on compte les votes, comment on fait pour retraiter. En termes de méthodologie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons considéré comme flottant les actionnaires non présents au Conseil. Donc, stricto sensu, bien sûr, il y a des actionnaires présents au Conseil qui sont paliés par impact et qui sont donc partie du flottant, mais là l'objectif était de mesurer le degré de contestation par rapport aux résolutions recommandées par le Conseil. Donc on a considéré, on a exclu du calcul les actionnaires présents au Conseil dont la participation dans la société était présente dans les documents d'enregistrement universel. Et également, on a pris en compte les droits de vote double tels que mentionnés dans le document d'enregistrement universel au 31 décembre 2019. Donc, bien entendu, on n'avait pas de moyen de traiter la période entre le 31 décembre 2019 et la date de l'Assemblée générale. Donc, voilà pour notre méthodologie. On se rend compte là, vous voyez, que le nombre de résolutions rejetées aurait été bien supérieur si seulement le flottant avait voté, si uniquement le flottant avait voté, et aucune résolution d'autorisation d'augmentation de capital réservé aux salariés n'aurait été rejetée. Ce qui est intéressant, vous vous rappelez que c'est une pour le Next 80 et 13 pour le Next++. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces résolutions rejetées auraient porté pour moitié sur des autorisations financières activables en cas d'OPA, ce qui est un sujet toujours contesté par le flottant, et l'autre moitié serait partie entre des sujets de gouvernance avec pour les rémunérations en général une cause de rejet qui est expliquée par les critères de performance et plus spécifiquement les critères de performance RSE jugés insuffisamment précis. Et pour les sujets de gouvernance, souvent c'est le cumul des mandats qui préoccupe les actionnaires et la disponibilité des administrateurs en renouvellement ou en première nomination de mandat. C'est intéressant de voir que sur le vote du flottant, on a relativement peu d'opposition sur les sujets d'assiduité des administrateurs, même quand cette assiduité est faible, et également peu d'opposition sur les sujets de cumul des responsabilités de président et de directeur général cette année. Une autre analyse qu'on a faite sur le raidissement du dialogue actionnarial, c'est un raidissement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a de très bons scores d'approbation et qui tout à coup change d'une façon que les investisseurs n'apprécient pas, est immédiatement sanctionnée par des votes négatifs. Et une entreprise qui observe ces votes négatifs
et amende sa proposition et immédiatement écoutée avec un vote qui remonte au-delà de 90% d'approbation dès l'année suivante. Donc, on a des hauts et des bas beaucoup plus fréquents. Ça veut dire aussi que c'est pas du tout tabou aujourd'hui d'enregistrer un faible score. Par faible, j'entends moins de 80%. On a pris ici l'exemple du CONP. Donc, ce diagramme est à lire de la façon suivante. On a 17 entreprises cette année qui, jusqu'ici, ont un score de CONP inférieur à 80%. Alors, pour mémoire, dans le CAC 40, vous en avez 3 qui sont rejetés, un chez Sanofi et 2 chez ST Micro. ST Micro étant de droit étranger, ce sont des votes consultatifs, mais on les a quand même comptés comme des rejets. Et sur ces 17, il y en avait 7 qui étaient déjà en dessous de 80% l'année dernière. Les autres avaient plus de 80% et probablement auront plus de 80% l'année prochaine parce que probablement elles vont corriger leurs propositions pour prendre en compte ces remarques. Sur le Next 80, sur le CNP toujours, on en a 28 cette année en dessous de 80%. Et sur ces 28, il y en avait seulement 6 qui étaient dans ce cas l'année dernière. Et sur le Next++, 10 en dessous de 80% et 1 seulement l'année dernière. Donc c'est vraiment une façon de dialoguer désormais aussi, dialoguer par le vote et lire désormais un faible score, non pas comme une opprobre, mais comme un message à prendre en compte. C'est ce que l'AMF dit depuis maintenant 2 ans, ce que le HCGE dit également, le code FMNF dit également, quand on enregistre un score inférieur à 80%, il est recommandé de s'expliquer devant les actionnaires, même si ce score est au-dessus de la majorité qui permet de le voter. Pour mémoire, dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, en dessous de 80%, c'est obligatoire de revenir vers les actionnaires avec une explication. Donc, ce fonctionnement du dialogue est nouveau et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Alors, pour mémoire, on a vu là le nombre de résolutions qui étaient inférieur à 80%, mais c'est encore plus important quand on est dans les résolutions inférieures à 50% pour le CONP, c'est-à-dire les résolutions non votées. On a le CONP d'Olivier Brandicourt chez Sanofi, sur lequel l'explication du conseil est attendue. Et puis, on a la convention réglementée entre Plasticomium et la holding familiale de Laurent Burel chez Plasticomium, sur lequel également la position de la société est attendue. Là, c'est un exemple, ce vote, c'est un exemple sur le fait que c'est quasiment uniquement le flottant qui a voté, puisque sur la convention réglementée, l'actionnaire de référence ne pouvait pas voter. Donc, on a les autres membres du conseil qui ont voté, mais c'était quasiment seulement le flottant qui votait. Donc, on attend donc les prises de position. Alors, les prises de position, ça peut être un communiqué de presse, comme certaines sociétés l'ont fait l'année dernière. Ça peut être simplement une proposition différente l'année d'après. Il y a plusieurs façons de prendre position et d'avoir un vote positif l'année d'après, comme beaucoup d'entreprises, on l'a vu, l'ont fait. Le climat est le nouveau cheval de bataille. Alors, le climat dans les questions d'actionnaires,
on voit qu'on a entre 20 et 25% de questions d'actionnaires qui portent sur ce sujet cette année, plutôt dans les grandes entreprises, mais pas que. Et puis, on a les résolutions climat dont on a parlé chez Total jusqu'à être soumise au vote de l'Assemblée et chez Vinci proposée, mais pas soumise à l'ordre du jour. Avant qu'on passe au point sur les garde-fous juridiques et la façon dont ils pourraient évoluer, est-ce que vous avez des questions sur ces scores et sur la façon dont le dialogue et le mode de vote s'est rédi cette année? Non? Plus de questions? Si? Si. Jean-Pierre de Soulanges. Oui? On vous écoute, Jean-Pierre. Oui? Non? Ah, je crois que vous voulez poser une question, mais... Oui? Oui. Oui, On vous écoute. Personnellement, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si... Oui. Je voulais revenir sur la durée des assemblées générales Oui. et votre analyse concernant donc plus d'institutionnels qui regardaient les assemblées générales. Oui. Je crois savoir que les années précédentes, les institutionnels regardaient des bribes d'assemblée générale compte tenu du fait que la durée qui était retransmise était beaucoup trop longue par rapport à l'intérêt qu'ils portaient à certains secteurs, et notamment les votes, bien sûr, mais également la question des engagements réglementés ou des rémunérations. Et la deuxième question, ça concerne, est-ce que vous avez fait un comparatif entre les réductions de dividendes, les annulations de dividendes et tous les avantages de toute nature qui étaient conservés aux salariés, à savoir la participation, l'intéressement. Est-ce que ce comparatif a été fait? Alors, première question sur la durée des assemblées. Oui, peut-être qu'effectivement, le fait que les assemblées sont plus concises, entre 50 minutes et 1h20 cette année, c'est plus concis que l'année dernière. Peut-être que c'est plus attractif pour les investisseurs institutionnels, c'est possible. C'est possible. Je pense aussi que les contenus sont peut-être aussi plus adaptés aux investisseurs institutionnels avec moins de vidéos, moins de récits de l'année précédente et une focalisation sur le présent et sur des vraies annonces faites pour la première fois en assemblée, notamment les plans de sortie de crise, les plans de relance, les visions à moyen terme post-Covid. C'était un lieu d'information, les assemblées, alors que les années précédentes, c'était bien souvent un lieu de répétition d'informations données sous un autre format. Mais j'entends votre point et c'est tout à fait possible. Le deuxième sujet, alors non, nous n'avons pas fait ce travail de... Ce que vous voulez dire, ce serait de prendre d'un côté, quantifier la réduction du dividende ou la suppression du dividende et la somme libérée en cash pour la société et d'un autre côté, l'intéressement et la participation conservés aux salariés. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est dans les allocations de la valeur ajoutée. Ouais. On n'a pas fait ce travail de comparaison. Bien souvent, les sociétés ont indiqué que la réduction du dividende allait permettre de mener des actions sociétales.
Mais je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas fait cette analyse. On peut prévoir de faire ça à l'automne. Ça sera intéressant, effectivement, de comparer comment la valeur ajoutée aura été allouée en regardant les résultats du premier semestre qui vont être publiés entre fin juillet et mi-septembre. Ça sera intéressant. Oui, je vous signale ce point parce qu'il y a eu une information au Trésor de France 2 disant que les entreprises françaises distribuaient 68% de leurs bénéfices aux actionnaires. Et ça me semble être une information tellement erronée. Alors là, les informations qu'on a, si on prend par exemple les allocations de cash, c'est des informations sur la distribution du cash. On n'a pas beaucoup d'informations sur la distribution du bénéfice, pour le coup. Dans les présentations, c'est souvent des informations bilancielles. On n'a pas beaucoup d'informations sur les distributions de bénéfices. Oui, mais au Trésor de France 2, il se référait à une étude faite par Cécile Duflot, que vous connaissez bien sûr, mais dont les chiffres étaient totalement ce qu'on appelle absurdes. Je préfère les vôtres. Merci. Je ne sais pas, 68%. Effectivement, j'ai du mal à réconcilier ce chiffre avec quoi que ce soit. Ça ne peut même pas être un payout ratio. C'est beaucoup trop haut. Je ne vois pas très bien, effectivement. Je n'ai pas vu cette étude. Je sais pas, je vois pas très bien avec quoi réconcilier ce 68%. Mais je suis comme vous, ça ne me parle pas tellement. Merci. Merci. D'autres questions là-dessus? Non? On continue alors? Alors, le droit des âgés est en cours d'adaptation. Premier sujet, c'est le vote en direct. Alors, le vote en direct, c'est un cheval de bataille de beaucoup d'entre vous depuis longtemps. C'est possible le vote en direct dans certains pays, notamment les États-Unis. En général, l'argument invoqué par le législateur en France pour expliquer que le vote en direct en France n'existe pas, c'est que ce n'est pas possible pour les banques centralisatrices de contrôler l'identité de la personne qui vote et sa détention de titres en direct. Et c'est pour ça que la record date est tellement longtemps avant, enfin 3 jours avant. C'est pour ça qu'on a pour l'instant pas de vote en direct en France. Alors cette année, il y a eu un premier pas franchi avec l'élargissement, l'élargissement du temps de vote et le rapprochement de la possibilité de voter jusqu'à souvent la veille de l'Assemblée, mais c'était toujours pas en direct. Donc les banques centralisatrices ont fait d'énormes efforts en allant jusqu'à la veille de l'Assemblée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a des technologies aujourd'hui qui pourraient permettre de voter en direct parce qu'ils ont résolu le sujet du contrôle de la détention de titres avec des technologies blockchain. Alors, Atos a présenté cette application que l'entreprise a développée dans l'objectif non pas de voter en direct, mais de voter pendant le confinement de façon plus simple et de développer notamment le vote des actionnaires individuels. Ça a été testé avec succès auprès des actionnaires salariés d'Atos cette année. Encore une fois, pas en vote en direct, en vote en amont, mais en modalité. Ça sera commercialisé l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura d'autres applications fondées sur la blockchain et cette technologie de contrôle l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que le contrôle
le contrôle enfin, les contrôles permettant de vérifier la détention de titres sont possibles par la blockchain. Et d'un point de vue technologique, désormais, c'est possible de voter en direct. Donc, on va voir ce qu'en pense le législateur et si c'est quelque chose qui peut changer d'ici l'année prochaine. Un autre atout de la blockchain, c'est qu'elle permet la traçabilité. C'est quelque chose aussi dont les banques centralisatrices peuvent s'emparer. Et vous vous rappelez que dans la directive droit des actionnaires, on a le fait de s'engager auprès de tout actionnaire à lui rendre compte de la bonne prise en compte de son vote. Et ça, pour l'instant, c'est pas possible. D'un point de vue, on ne peut pas avoir un accusé-réception de son vote et être sûr que l'entreprise l'a bien réceptionné et compté dans le bon sens, vu le nombre de custodians et d'intermédiaires qu'il y a entre le vote de l'investisseur institutionnel ou de l'actionnaire individuel et le comptage dans la société. Donc là, la blockchain permettrait de le faire. Donc ça peut aussi permettre à cette directive des actionnaires d'être vraiment appliquée et changer le circuit, et du coup probablement changer la loi. À voir. Un autre sujet, c'est le bureau de l'Assemblée. Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, le bureau de l'Assemblée, c'est l'organe qui, dans une assemblée générale d'actionnaires, veille d'une part, la validation de la feuille de présence, c'est-à-dire la validation de l'identité des actionnaires présents ou représentés et de leur détention d'actions et donc du quorum et donc de la possibilité de tenir l'Assemblée, et puis qui gère les éventuels incidents de séance qu'on a connus de tous ordres dans les AG en présentiel. Cette année, toujours pour les non-spécialistes, pour mémoire, le bureau de l'Assemblée est composé du président de l'Assemblée et de 2 scrutateurs qui sont les premiers actionnaires présents qui acceptent ce rôle. Traditionnellement, ce sont des actionnaires, en général un investisseur institutionnel qui se déplace à l'Assemblée et très souvent le fonds d'épargne salariale quand c'est une société qui a un actionnariat salarié important. Ça, c'est pour l'année 2019. Cette année, plus de 90% des bureaux des assemblées étaient constitués de salariés, c'est-à-dire le directeur financier et le directeur juridique, ou le secrétaire de conseil, ou même les avocats de l'entreprise. Et on peut se poser la question de savoir quel est le rôle dès lors de ce bureau. On a observé également des bureaux constitués uniquement du président, c'est-à-dire sans scrutateur, comme l'ordonnance du 25 mars l'autorisait. Ça a été le cas de la société Chargeur. La raison invoquée pour constituer ces bureaux était bien souvent le fait que ce n'était pas possible d'avoir les actionnaires en présentiel pour des raisons sanitaires, et donc le bureau était constitué des personnes sur place obligatoirement. Mais à contrario, on a eu des bureaux complètement dématérialisés comme CNP. CNP a constitué un bureau avec 2 scrutateurs, les mêmes que l'année dernière, et qui étaient des actionnaires, des grands actionnaires institutionnels, à distance. Donc c'était possible.
Donc la présence physique n'explique pas uniquement, ne peut pas être la seule explication de l'étrange composition de ces bureaux et quel est leur rôle dès lors, quel va être leur rôle si l'assemblée en digital se développe. Quel sera le rôle de ce bureau? Quels peuvent être les incidents de séance à réguler par un tel bureau dès lors que tout est voté déjà à l'avance et que tout est dématérialisé? C'est une question à se poser. De quel garde-fou l'actionnaire minoritaire a-t-il besoin dans ce type d'assemblée? Et puis, on a une autre question, c'est les huissiers. Les huissiers, cette année, on n'en a eu que 12% des assemblées qui avaient un huissier annoncé en début de séance, en général hors champ. Il y en a un seul qui est intervenu uniquement pour attester qu'il était là. Il est venu dans le champ pendant quelques secondes. L'année dernière, c'était 40% des assemblées qui avaient un huissier et assemblées de toute taille. Donc, on peut se poser la question de savoir quel est le rôle des huissiers dans une assemblée générale. Traditionnellement, c'était considéré comme une protection pour attester de la bonne tenue de l'assemblée, un double contrôle en plus du contrôle du bureau de l'assemblée. Quel peut être le rôle des huissiers et pourquoi il y en a eu si peu et quel est leur rôle pour demain et de quel type de contrôle a-t-on besoin et qu'est-ce qui peut être exercé éventuellement digitalement par la blockchain, qu'est-ce qui doit être exercé par un contrôle humain. C'est une question de droit à se poser aussi, je pense. Voilà pour ce qui nous concerne. Alors, avant de clore, évidemment, la séance, on va continuer avec vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur ces points de droit et sur ces évolutions qu'on anticipe sur ces sujets-là? Non, pas de questions. En ce qui concerne, oui, Bénédicte, à nouveau de Soulanges, en ce qui concerne le bureau de l'Assemblée, il est clair que, pareil que pour le nombre d'huissiers, le président est responsable de la police de l'Assemblée, n'est-ce pas? Oui. Et dans la mesure où on ne peut pas poser de questions en direct, le rôle des huissiers ne se limite qu'à un contrôle de la feuille de présence de façon, ce qu'on appelle juridique, en dehors du bureau. Comme dans le bureau, il y avait des avocats, la question juridique sur la feuille de présence ne se pose plus et le faire la police de l'Assemblée sur une assemblée à huis clos, pour moi, rien que le terme assemblée à huis clos est impropre. De mettre huis clos avec assemblée, ça ne me semble incompatible. C'est une réunion à huis clos, mais ce n'est pas une assemblée générale. Donc, tout ceci n'est pas comparable. Ce que je pense surtout, c'est que vous avez dit qu'on pouvait poser des questions en direct. Je suis désolé de vous dire que la seule, à ma connaissance, la seule qui est accepté de traiter des questions en direct, c'est Total. Toutes les autres, j'ai essayé de poser les questions en direct, elles n'ont pas été prises. Donc, c'est pour vous préciser ce point précis. C'était prédéterminé à l'avance un certain nombre de questions qui avaient été envoyées préalablement par mail, qui ont été traitées par le président de l'Assemblée ou des gens du bureau. Ça, c'est étonnant, mais intéressant comme témoignage. Mais il y a eu quand même Air Liquide, EDF, L'Oréal. Air Liquide, c'est faux. Air Liquide a refusé votre... J'ai envoyé trois questions qui sont passées à la trappe. Et enfin, sur le ratio d'équité, c'est très intéressant parce qu'on n'en a pas parlé pour une simple et unique raison, c'est qu'il est dans la loi, il est donc dans le document de référence universelle. Oui. Et
les analyses seront faites, comme vous dites. Le comparatif est difficile à faire. J'ai essayé cette année, c'est très difficile à faire. Mais l'année prochaine, ça va donner lieu vraisemblablement à des comparatifs utiles dans la répartition de la valeur ajoutée, toujours pareil. Oui, oui, on peut se dire que il y a cette difficulté de comparer des choses comparables qui sera plus normale l'année prochaine parce que ça sera la deuxième année. Oui, on peut penser ça effectivement. Ah, mais je compte même sur vous pour faire ce beau travail. Merci, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a atteint notre gong de 11 heures. Donc, je vais vous remercier. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Cette présentation sera disponible en replay sur notre site. Elle fera l'objet également d'un document détaillé avec derrière chacun de ces slides la liste des sociétés concernées, le détail des analyses et davantage d'exemples. Ce document sera disponible pour nos abonnés. Là, à très court terme, on continue les assemblées puisque cet après-midi, on a Alstom. D'ici la fin du mois de juillet, on a encore une vingtaine d'assemblées. Au mois d'août, pour l'instant, il n'y en a pas. Et en septembre, il y en a de nouveau. Et également, la semaine prochaine, on commence à la veille sur les résultats semestriels qui va, comme on disait, se télescoper avec la veille sur les assemblées générales. Donc, on prévoit un webinaire sous le même format que celui-ci, fin juillet, toute fin juillet, quand on aura eu suffisamment de présentation de résultats semestriels pour donner un comparatif des résultats semestriels version 2020 avec, comme vous le savez, les impairment tests, les informations obligatoires sur l'impact de la crise Covid et les nouveaux indicateurs imposés par l'AMF pour la première fois pour ces résultats. Donc, on vous donne rendez-vous à la fin du mois pour l'analyse des résultats semestriels. Merci à tous et bien entendu, si vous avez d'autres questions, si ça vous vient, envoyez-nous un message, on se fera un plaisir d'essayer de répondre. À bientôt.